Mes bien chers frères, Martial, quelque chose me dit qu'aucun d'entre nous n'utilisera son joker gender fluide aujourd'hui car l'autodafé de ce jour est consacré au mythologique Clint Eastwood et à son dernier film, La Mule, sur les écrans français depuis le 23 janvier 2018. Il interprète, aux côtés d'Alison Eastwood, sa fille, de Bradley Cooper et de Laurence Fishburne, Andy Garcia également, Earl, un pépiniériste octogénaire dépassé, un homme de l'ancien monde qui fait faillite, méprisé par sa famille et qui se fait recruter par un cartel pour transporter de la drogue. Un homme ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire, l'histoire simple d'un héros comme les autres, inspirée d'une histoire vraie, celle de Léo Sharp, arrêté en 2011. Frère Martial, avez-vous vu ce film ? Absolument. Comme il en va de même pour moi, je me permets, si vous le voulez bien, bien sûr, mes chers frères, d'ouvrir cette séance. Aller voir un film de Clint Eastwood, c'est avant toute chose se prendre une énorme gifle de super papa. C'est beaucoup plus qu'un acteur de légende ou un réalisateur de génie. C'est un monstre sacré qui fait partie de notre imaginaire collectif. Dans La Mule, j'ai envie, tout de suite, d'évacuer l'aspect gang, criminel, thriller, car c'est finalement un élément très secondaire du film qui enrichit la tension dramatique, mais guère plus. La Mule, c'est simplement l'histoire d'un homme au crépuscule de sa vie qui fait ce qui doit être fait avec les moyens dont il dispose. À 80 ans passés, la vie de Earl est un fiasco à peu près total. Il se fait saisir sa pépinière, sa vie tient à l'arrière de son pick-up hors d'âge, sa femme le prend pour le dernier des derniers et lui parle comme à la dernière des merdes, mais elle prend quand même encore la peine de lui parler, ce qui n'est même plus le cas de sa propre fille, qui ne lui a plus adressé la parole depuis plus de 12 ans. Le bilan, vous le reconnaîtrez, est tout de même assez désastreux. Puis un peu par hasard, il trouve un travail de passeur de drogue, dans lequel il va s'illustrer. Vieil homme, au-dessus de tout soupçon, revenu de tout, détendu, il passe à travers tous les radars de la police et il va se faire beaucoup d'argent. Et là, tout va changer pour lui. Nouvelle voiture, nouveau statut de philanthrope auprès de sa communauté de vétérans. Son ex-femme le regarde à nouveau avec les yeux de l'amour, surtout quand elle le voit avec un bracelet en or au poignet. Sa fille le respecte à nouveau. Chez Clint Eastwood, pas de fausse morale du genre « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « l'amour est plus fort que tout ». Il n'a plus le temps pour ses conneries. Il nous rappelle une chose essentielle. Un homme qui n'a rien à offrir n'est rien. Pas de chichi et pas de chouinerie non plus. On respecte davantage un homme qui transgresse la loi mais remplit son devoir qu'un raté. En choisissant d'adapter au cinéma ce fait divers, Clint en fait un conte moral, un mythe cruel et beau et vrai, comme tous les mythes. C'est un mythe sur l'amour et sur ce que l'homme doit sacrifier pour l'atteindre, parce qu'il en va de sa dignité de patriarche. Une leçon de vie, mais une leçon de vie au carré, parce qu'interprétée par le grand Clint Eastwood lui-même, qui prend tout l'espace. On ne voit que lui, et par sa simple présence, Clint Eastwood incarne une autre morale, celle d'aller jusqu'au bout, de progresser toujours, de transmettre jusqu'à la fin le beau, le juste et le vrai. Certainement, il n'est plus le grand héros des films de Sergio Leone ou de Don Siegel. Envolé l'inspecteur Harry, désormais son dos est voûté et son visage émacié est constellé de rides. Il porte ses 88 ans, mais ce qu'il perd en force, il le gagne en sobriété, en intensité, en simplicité, en humanité, et il est plus charismatique que jamais. La deuxième leçon de vie du film, c'est donc que la vieillesse n'est pas toujours un naufrage. La Mule, c'est un film lent, beau, simple, universel, sans faux semblant sur la nature humaine, dans la lignée de ses derniers films d'ailleurs, Grand Torino, American Sniper ou le 15h17 pour Paris, qui nous rappelle que le monde est dur mais beau, et que nous n'avons pas d'autre choix que d'être à la hauteur. Donc, merci Papa Clint pour cette nouvelle leçon de solidité. Frère Martial, si vous le voulez bien. Je pense qu'on va se retrouver sur la plupart des points. Pour ma part, je dois avouer bien humblement qu'il m'est tout de même très rarement arrivé de voir un film aussi profondément et aussi puissamment et en même temps subtilement pilule rouge.
Et le tout sans que cet aspect des choses soit enfoncé dans la gorge du lecteur, du spectateur, ni qu'il fasse l'objet de leçons de morale lourdingues. Le film est juste parce qu'il est sincère. Il faut dire que les allers-retours entre l'œuvre et l'homme sont nombreux dans The Mule. On retrouve l'obsession de Clint Eastwood pour la vieillesse et la mort, qui le hante depuis les années 70, quand son père mourut à 64 ans de l'accident cardiaque, lui faisant prendre conscience de la fragilité de l'existence. On retrouve également son engagement libertarian, qui s'exprime dans le caractère du personnage principal et qui, certes, est dans la misère après 90 ans, mais à aucun instant ne se place dans le misérabilisme, l'assistanat, ni l'auto-apitoiement. Le résumé de l'intrigue ayant déjà été fait, je ne m'y attarderai pas. Mais j'aimerais me pencher sur certains aspects en particulier. Il y a dans The Mule deux mondes qui cohabitent, un monde masculin et un monde féminin. Certains personnages d'hommes appartiennent au monde féminin, comme le gendre d'Earl, mais aucun personnage de femme n'entre dans le monde masculin. Et dans ce monde masculin, on travaille, on sue et on s'use. Dans l'autre monde, on se remet des diplômes et on s'entre-congratule. Dans le monde masculin, on gagne de l'argent, dans le monde féminin, on engueule les hommes quand ils n'en rapportent pas ou pas assez. Dans le monde masculin, si on manque de vigilance, si on oublie ses devoirs, si on se croit en sécurité, comme la tonne, on est aussitôt puni et parfois par la mort. Dans l'autre, la mort frappe un jour, sans qu'on l'ait attendu, sans même qu'on ait eu conscience de son approche, mais la mort elle-même n'est que l'occasion de nouveaux spectacles, celui des funérailles. Monde du réel contre monde de l'apparence, monde des choses contre monde des personnes. Eastwood met magistralement en scène cette double réalité sans jamais verser dans le jugement. Le monde d'Earl n'est pas plus juste ni plus vrai que celui de son ex-femme, de sa fille, de sa petite-fille, il est seulement différent. C'est pas forcément lui qui a raison d'ailleurs, hein. Il lui faut apprendre à louvoyer, à se jouer de ce monde-là et de ses codes, à accepter que ce qu'il juge intéressant et pertinent ne l'est pas pour les habitantes de l'autre monde. À lui d'en accepter les mensonges, comme quand, sur son lit de mort, son ex-femme lui apprend qu'il n'allait pas forcément être riche pour être aimé de sa famille. C'est faux, Earl le sait, le spectateur le sait aussi, mais on accepte de laisser passer cela pour que la vieille dame parte en paix et pour que dans un ultime tour de roue du hamster, elle puisse se nier jusqu'à son dernier souffle qu'elle a bien toujours été ce qu'elle a été. À tout instant, on reprochera à Earl de ne pas chercher à comprendre ses femmes, de ne pas saisir leurs priorités, mais jamais une seule d'entre elles ne tentera de faire un pas dans sa direction. Même sa petite fille, qui prétend tenir à lui, ne fait pas exception. Jamais elle ne cherchera à lui rendre visite, à comprendre son intérêt pour l'horticulture, à passer du temps avec lui. Tenir à lui, c'est pas s'intéresser à lui, c'est seulement ne pas fermer les portes et lui donner, à lui, l'autorisation et l'opportunité de s'intéresser à elle. À aucun moment, donc, hommes et femmes ne se rencontrent dans ce film de manière sincère et désintéressée. Il y a toujours un prix à payer. Sans doute d'ailleurs n'est-ce pas un hasard si les seules fois où on voit Earl réellement joyeux, c'est quand il se retrouve en compagnie de prostituées. Avec elle, au moins, la relation est simple, le prix est établi, les choses sont claires. The Mule est aussi une ode à l'Amérique du Centre. Car tout comme il y a une France dite périphérique, il y a une Amérique du milieu, contenue entre les deux grandes parenthèses bleues côtières. L'Amérique de la Bible Belt et de la Rust Belt, des États agricoles et des grands espaces. Celle des gens simples, des gens certes moins sophistiqués que les SJW bobos des deux côtés, qui trustent l'ensemble des plateaux de télé, des gens qui sont sans doute un peu racistes, un peu bigots, mais qui savent changer une roue même quand il n'y a pas de réseau pour regarder sur Google comment on fait. Des gens qui certes disent encore Negro, et non African American, mais s'arrêtent quand même pour aider un couple noir qui galère sur le bord de la route, au lieu de s'exprimer comme il conviendrait, mais de ne rien faire. Cette Amérique qui sans doute vote Trump, et à ce titre est méprisée par les élites. Cette Amérique enfin qui s'intéresse aux choses simples, au club de polka, au restaurant qui sert les meilleurs pork sandwiches de l'État, et ainsi de suite. Eastwood la dépeint sans l'idéaliser, mais avec une tendresse certaine. Troisième point que j'aimerais évoquer, l'écriture. Exactement comme Earl, Eastwood cuts the bullshit. On est très loin du film français aux scènes psychologiques aussi inutiles qu'interminables. Les dialogues sont courts, chaque scène a son importance, et en presque 2 heures, pas une minute de trop. Alors c'est vrai que des fois, on reste un peu sur sa fin, on a l'impression que c'est trop court. Mais je pense que ça fait partie du rythme de ce film. On sent que Eastwood a volontairement limité l'intrigue au plus simple, plus direct et au plus juste. Sans doute parce que s'il n'avait pas fait, il n'aurait pas été en accord avec lui-même. Enfin, puisque moi ça a évoqué la bande-son, j'ai pour ma part été très marqué par le tout dernier morceau. Celui qui clôt le film sur une sorte d'épanadiplose qui laisse beaucoup à penser. Don't let the old man kneel, dit la chanson. Ne mettez pas le vieillard à genoux. Et c'est à mon avis un des messages principaux, un des plus puissants axes du film. Comme Os l'a dit, la dignité malgré tout.
malgré l'âge, la pauvreté, l'illégalité, les fautes passées, les reproches. Dignité et intégrité d'un personnage droit comme une lame, qui à mon avis a beaucoup en commun avec une Antigone. Les dernières scènes avec sa famille en effet sont de l'ordre du tragique pur. Il sait qu'en se rendant auprès d'eux, il se condamne auprès du cartel, et c'est pas grave. Il le fait quand même parce que c'est juste. Voilà. Effectivement, je suis d'accord avec Moss. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un très bon film, très agréable. Le genre de film qu'il est tout à fait intéressant d'aller voir au Cinoche et que vous serez ravis d'avoir en DVD chez vous parce qu'à mon avis, il se revoit sans problème. Alors messieurs, merci pour vos plaidoiries. Concluons. Quel verdict pour Clint Eastwood ? Pas pour ce film en particulier, bien sûr, mais pour l'œuvre et pour l'homme. Je le tiens personnellement pour une légende, et je l'aime, j'imagine comme nous trois, et comme l'écrasante majorité de notre auditoire. Mais finalement, peu importe. Ici, nous jugeons pour de faux, nous jugeons pour jouer. C'est l'histoire qui juge, et Clint Eastwood fait déjà partie de l'histoire, et donc c'est le monde qui le juge. Pas un article sur lui désormais, sans que le critique ou le journaliste ne se sente obligé d'émettre une réserve, un doute. On peut encore apprécier Clint Eastwood, mais il faut s'en distancier, presque s'excuser. Comme lorsqu'on parle de Céline, on a le droit d'aimer son style, mais seulement après avoir rappelé que c'est un horrible personnage. Clint, c'est le patriarche droit dans ses bottes, et mon souhait le plus cher, c'est que l'histoire ne soit pas écrite par des fragiles qui n'osent prononcer son nom que du bout des lèvres, mais par des hommes forts qui en feront une icône. Merci. Rien à ajouter non plus, la béatification s'impose. Je crois qu'on peut quand même dire que c'est la grosse classe. Oui. La grosse classe. Eh bien messieurs, ça m'a fait très plaisir de partager ce nouvel autodafé avec vous. Je rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café des Hommes dont je ne suis pas certain du nom de l'invité, donc je ne vais pas me prononcer. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci beaucoup.